Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art du NFT. Je suis avec Benjamin Spark et aujourd'hui, comme tous les mardis, nous enregistrons un podcast en direct de Clubhouse à 18h. Et donc, aujourd'hui, on reçoit Maxime de Non-Fungible, qui est journaliste 100% NFT et qui bosse pour Non-Fungible, qui du coup est une boîte dans le data. Et donc, il va nous rejoindre un peu plus tard. Mais pour l'instant, Benjamin, bonjour Benjamin, tu vas nous parler d'actu. Et d'une actu Sa- assez forte avec Dali, c'est ça? Ouais, salut Florent. Ouais, je suis ravi d'être avec toi, d'être avec vous tous. L'actu, comme d'habitude, beaucoup d'actu cette semaine. Moi, je vais focuser sur une actu qui m'a vraiment intéressé parce que, comme vous le savez, moi, je viens du monde de l'art. Donc, ça fait 20 ans que j'évolue dans ce monde de l'art traditionnel. Donc, je regarde de très près les acteurs du monde de l'art qui arrivent sur les NFT. Comment ils le font, avec quelles techniques, etc. Donc, on a parlé de plusieurs galeries comme Almin Reich la dernière fois. On a parlé du musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg qui vendait des photos haute définition. Et là, je vais parler de Binance NFT. Alors Binance.com, tout le monde connaît l'exchange Binance où on peut acheter des cryptos avec ses euros, avec ses dollars. Mais les gens peut-être ne savent pas encore que Binance a lancé sa propre place de NFT. Alors, c'est encore récent, ça fait que quelques semaines, donc il n'y a pas de projet vraiment pour l'instant qui m'ont intéressé. Mais je suis allé voir un petit peu par hasard pour me tenir au courant et j'ai vu cette série de lithographies de Salvador Dali. Alors, Salvador Dali, les lithos de Dali, quand on vient du monde de l'art, tout le monde sait dans le monde de l'art que c'est quelque chose à fuir absolument. Pourquoi? Parce que Dali, à la fin de sa vie, a lancé toute une série de lithographies, une série mais extrêmement nombreuse. Je crois qu'on dénombre des dizaines de milliers de lithographies sur le marché de l'art qui ont inondé le marché de l'art dans les années 70-80. Des lithographies que Dali a bien souvent signées lui-même ou alors fait signer à d'autres. Bien souvent, on sait aussi que Dali a signé beaucoup de feuilles vierges, donc des papiers blancs, qui ensuite ont été imprimés par des lithographes, mais selon le bon vouloir des lithographes et selon le bon vouloir des galeristes, pour faire de l'argent, en abusant évidemment la confiance des gens et en profitant de la notoriété de Salvador Dali. Salvador Dali s'est fait beaucoup d'argent avec ça, mais aujourd'hui, tous les experts du monde de l'art, toutes les galeries fuient absolument ces lithographies. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai eu un sentiment mélangé. J'étais à la fois heureux qu'un grand artiste comme Dali investisse le monde des NFT, que les gens puissent comprendre aussi que le NFT, ce n'est pas que de l'art digital 3D, c'est aussi des grands artistes avec des œuvres sur papier que l'on peut recevoir chez soi, que l'on peut encadrer de manière traditionnelle, mais on a ce NFT qui est un certificat d'authenticité inscrit sur la blockchain. Et en même temps, j'étais très malheureux de me dire les gens vont se faire avoir là-dessus. Je le sais parce que d'ailleurs, vous voyez la lithographie que j'ai sous les yeux, qui est proposée par Binance, elle s'appelle To Be or Not To Be, donc Salvador Dali. Vous tapez ça dans Google et instantanément, vous trouvez un site web qui déjà vend cette lithographie depuis longtemps. Et cette lithographie est proposée en 145 exemplaires, alors que sur Binance, on vous dit qu'elle n'est qu'en 10 exemplaires. Donc déjà, vous voyez, déjà il y a quelque chose qui ne va pas. Aujourd'hui, les gens mettent 2,7 BNB. Donc BNB, c'est le token de Binance. Donc il y a des gens qui enchérissent à hauteur de presque 1000 euros pour cette lithographie. Et moi, je vous dis que ça ne les vaut pas du tout et qu'en plus, cette lithographie, elle est vraiment suspectée d'être non authentique et de faire partie d'une série, vous voyez, parallèle à ce que Dali a voulu. Donc c'est dommage, je trouve qu'il faut surveiller ça, il faut peut-être avertir aussi tout le monde que c'est pas parce que vous voyez un grand nom connu comme Dali qu'il faut se précipiter. Par ailleurs, en plus, quand on va sur l'onglet provenance, alors Binance vous dit il y a une provenance et ça vient de qui? Ça vient de Binance NFT. Donc Binance NFT n'a évidemment aucune légitimité à garantir l'authenticité d'une œuvre de Salvador Dali. Donc ça, c'était un petit peu mon coup de gueule aussi dans la place des NFT. Et je vous dis, méfiez-vous. À la fois, c'est une bonne chose, mais c'est aussi, ça fait partie de la chaîne de confiance. Il faut comprendre que la chaîne de confiance, ce n'est pas que le NFT, c'est la galerie qui le propose. Est-ce que l'artiste est sérieux? Est-ce que l'œuvre est inscrite au catalogue raisonné de l'artiste? Est-ce que le prix est sérieux? Est-ce que le prix est correct? Etc. etc. À ce moment-là, n'hésitez pas à vous faire aider, à vous faire assister. Vous pouvez sur Twitter interpeller des gens, des experts. Je pense que vous trouverez vite de l'information. Mais voilà, c'est pas parce que c'est un NFT qu'il faut se précipiter.
Super actu. Merci beaucoup, Benjamin. Effectivement, c'est le problème, c'est les limites en fait de connecter l'art physique et les NFT. C'est que du coup, toute la provenance avant les NFT, elle n'est pas forcément assurée. Et donc, comme tu l'as bien dit, le risque est assez puissant pour que ce soit des faux. C'est au niveau de la communication pour Binance, c'est un bon coup au premier abord, mais après, effectivement, quand on creuse et quand les experts vont mettre le nez dedans, je pense qu'il y aura, enfin voilà, il y aura le retour du bâton, sachant que effectivement, ça serait une bonne chose si Dali serait encore en vie et il le ferait de son plein gré. Mais là, pour le coup, comme tu disais, ça va être des galeristes un peu véreux ou des gens qui ont acheté et qui essaient de, et qui se sont rendus compte que c'était peut-être une arnaque à la base, qui du coup justement essaie de le refourguer en NFT. Donc c'est les limites d'un système nouveau en fait, où il y a forcément des dérives. Effectivement, c'est quelque chose qu'il faut faire gaffe. Moi, je vais vous parler d'une autre actu où on va sortir un peu du monde de l'art traditionnel pour aller dans le monde plus culturel, euh, puisqu'on va parler de football et de la grosse actu qui est sortie aujourd'hui. C'est Sorare, une boîte française qui est maintenant une licorne, puisqu'elle vient de lever 680 millions de dollars. Donc c'est aberrant ce chiffre, hein. Si je le dis comme ça, bon, ça personne percute, mais c'est la deuxième plus grosse levée de fonds euh, de la French Tech, donc des entreprises, des startups françaises. Et c'est la deuxième aussi plus grosse du monde de la crypto, derrière FTX, même si bon, les projets crypto, ils ont d'autres systèmes de financement en général. Mais voilà, ça arrive que les startups aussi fassent des levées de fonds traditionnelles. Et là, en l'occurrence, on a eu voilà, ce montant astronomique qui est sorti. Il y avait déjà eu des petites rumeurs il y a quelques semaines, on l'avait évoqué dans ce podcast. Donc des petites rumeurs que ça allait être une levée de fonds assez conséquente. Et là, ça s'est confirmé. Donc voilà, ceux qui sont encore sceptiques sur le potentiel des NFT, il n'y a pas de raison, puisque voilà, c'est un peu la levée de fonds qui confirme et qui va donner une grande claque à beaucoup d'investisseurs, en fait, euh, parce qu'ils se rendent compte que le marché est là, la demande est là, et le potentiel, surtout, de cette nouvelle technologie est comprise maintenant par de plus en plus de personnes. Et sachant qu'on touche au football, c'est quand même, et au sport en général, c'est quand même quelque chose qui est très mainstream, qui est partagé par beaucoup de monde, qui unit beaucoup de monde. Donc c'est une belle levée de fonds qui a été critiquée évidemment parce que bon, on parle quand même d'une entreprise qui va faire des cartes Panini au final digitalisées ou numérisées. Donc ça peut faire scandale pour les boîtes, enfin voilà, pour les gens qui comprennent pas le changement de paradigme que représente la NFT. Mais c'est une réalité et maintenant il va falloir qu'ils vivent avec. Oui, on peut ajouter, tu as raison, Florent, que par exemple récemment, on sait que Lionel Messi a édité des NFT. Il a travaillé avec le grand artiste digital qui s'appelle Boss Logic, et on voit qu'il y a déjà maintenant des passerelles continuelles entre les artistes et le sport avec ces cartes Panini virtuelles, digitales en fait, que sont les NFT. Et on voit que l'art, en fait, les artistes rentrent dans ce système-là. Et ça m'intéresse. Personnellement, je commence moi-même à être approché par des gens dans le sport pour justement graphiquement essayer d'étudier, d'élaborer des images qui correspondraient à certains sportifs ou certaines disciplines de sport. Donc je pense qu'il y a des passerelles continuelles dans tous les domaines d'activité. Les NFT permettent ça. Ça, c'est vraiment génial. Oui, tout à fait. Et on a la chance d'être rejoint par Maxime. Bienvenue Maxime, alias Konohim, alias Besantia. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va, j'enchaîne les visios aujourd'hui, c'est super, mais ça va. Je suis en Bon, train de finir de préparer la petite newsletter de Non-Fungible. on va essayer de pas t'épuiser du coup pour que tu nous envoies une belle newsletter. Parce que effectivement, je la reçois tout le temps d'habitude pendant qu'on fait le podcast. Donc je me dis, ah, on aurait eu cette actualité à traiter en plus. Donc il va falloir qu'on synchronise ça. Non, Euh,
Je finissais d'écrire un On article peut, d'analyse on- sur les CryptoPunks, à la bourre, du coup, ce sera un petit peu en retard celle-ci. Mais on peut rappeler, Florent, à tous ceux qui nous écoutent, Non-Fungible, le site web, il faut s'inscrire, on reçoit une newsletter sur toute l'actualité des NFT, hein. j'essaye de faire un tri effectivement hebdomadaire. Peut-être que je me présente, ça serait peut-être. Oui, oui, effectivement, présente-nous Non-Fungible, s'il te plaît. Alors, du coup, enchanté. Non-Fungible, c'est un peu le CoinMarketCap version NFT. Voilà, pour ceux qui vont sur CoinMarketCap. Sinon, plus simplement, en fait, c'est un site où on liste en fait toutes les ventes NFT, donc actuellement sur Ethereum, quasiment en temps réel. Donc c'est vraiment les ventes uniques, c'est pas comme DappRadar, c'est toutes les ventes uniques, par exemple des CryptoPunks, des landes de Sandbox ou des Decentraland. On liste tout en temps réel. Et du coup, on crée en fait des analyses et on analyse aussi du coup toutes les tendances qu'il peut y avoir vis-à-vis du marché des NFT, en publiant notamment des rapports annuels, trimestriels. Et du coup, moi, je m'occupe aussi de la newsletter hebdomadaire où je trie toutes les informations toutes les semaines pour essayer de vous servir que ce qui y a de vraiment important parce qu'on est submergé d'informations avec les NFT, surtout cette année. Donc voilà, très Ouais, on brièvement. peut préciser, Maxime, que c'est remarquable le travail que vous faites parce que moi j'ai lu donc vos rapports en PDF et on a déjà un certain nombre. Il faut savoir qu'un rapport que vous faites fait en général 30, 40, parfois 50 pages avec des graphiques, des histogrammes, etc. pour bien analyser où les NFT sont vendus, à quel prix, comment, etc. Il y a une analyse très profonde de toutes les marketplaces. C'est absolument spectaculaire parce qu'on se dit c'est un univers tellement jeune qu'aujourd'hui vous faites un travail d'analyse presque financière mais aussi créative, etc. Enfin, vous faites une vraie analyse de fond sur quelque chose qui est très jeune, très récent, et ça donne de la crédibilité à cet univers. Et je trouve que ça donne envie d'aller encore plus loin, quoi. C'est vraiment chouette. Ah, on fait, on fait ce qu'on peut pour vous servir au mieux. Donc voilà, c'est pareil, le bruit c'est pareil, le bruit des signaux. J'ai entendu que vous parliez de foot juste avant, hein. Vous avez vu l'annonce d'Emmanuel Macron qui parlait de Sorare sans citer la blockchain sur LinkedIn, non? Non, non, j'ai pas vu ça passer. Je vais aller voir de suite. Mais raconte-nous. Il dit félicitations pour cette belle licorne française, la French Tech, c'est absolument génial, levée de fonds spectaculaire en France et en Europe. Mais pas une seule fois il parle de NFT de blockchain. C'est magnifique. Il est pas encore convaincu. Va falloir qu'on fasse mieux que ça. Mais ouais, du coup, Maxime, désolé, effectivement, pour nos auditeurs, en fait, on a déjà eu un épisode avec Maxime qui s'était pas enregistré, donc vous le connaissez pas encore, mais nous, on lui a parlé plusieurs fois déjà. Et donc, du coup, il y a plein de sujets à aborder. On pourrait parler du marché en soi, parce que tu le connais presque comme ta poche, vu que tu as des données en temps réel en permanence, même si effectivement ça bouge à la vitesse de la lumière, donc même avec des données claires, c'est pas toujours facile d'y voir clair. Mais je voulais aussi parler du fait que tu es en full time sur les NFT. Et je pense que là, à l'heure actuelle, en France, on n'est pas beaucoup à bosser full time dans les NFT. Donc, je voulais savoir si déjà tu avais des conseils ou peut-être tu pouvais nous raconter comment tu es arrivé dans cette position. Et la question d'après, c'est est-ce que tu as des conseils pour d'autres personnes qui s'intéressent au marché, qui sont passionnées, mais qui voudraient sauter le pas, on va dire. Est-ce qu'il y a des petites techniques pour commencer à en vivre? All in. Non, je rigole. Je plaisante, je plaisante. Alors, bon, on va commencer par la première question. Avant, il fut un temps, il y a quelques années, j'étais technicien vidéo en post-production. Je faisais des encodages vidéo pour essentiellement la diffusion télé ou diffusion cinéma. Et c'est en fin 2017 que j'ai commencé vraiment à m'intéresser aux crypto parce que c'était difficile de ne pas entendre parler du Bitcoin qui pulvérisait des records. Mais bon, moi, l'aspect financier et spéculatif, ça n'a jamais vraiment été ma tasse de thé. Du coup, c'est là où j'ai entendu surtout parler des CryptoKitties sur Ethereum.
Et je me suis dit, ah, des chats, c'est le retour des chats sur Internet. Ça, c'est marrant. Et ça met à genoux une blockchain en plus. Bah, dis donc, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et c'est comme ça, en fait, que j'ai découvert réellement les NFT. Parce que c'est là où j'ai compris qu'en fait, ces petits chats super mignons, au gameplay ultra basique, euh, bah, en fait, c'était en train de, avait créé un truc qui était pour moi absolument extraordinaire, c'est-à-dire qu'on pouvait jouer à un jeu vidéo et gagner de l'argent en jouant à un jeu vidéo. Et moi qui avais arrêté en fait de jouer depuis un petit moment parce que bon, de un j'avais plus le temps, de deux par conviction un peu personnelle de me dire bon bah maintenant les jeux de toute façon ils sont jamais finis. C'est que des DLC qui sortent au fur et à mesure et bon j'ai l'impression d'être pris pour une vache à lait alors que bon pour 15 heures d'amusement je vois pas trop le principe. Bah là cette fois-ci on était retourné en fait dans les tout débuts du jeu vidéo avec des trucs qui ressemblaient vraiment à des jeux flash mais qui rapportaient quand même des NFT ou des cryptos. Et c'est là où mon intérêt a vraiment commencé à prendre. Donc c'est vraiment début 2018 que j'ai commencé à essayer toutes les préventes, tous les jeux en fait qui venaient d'apparaître en plein bear market. Donc c'était hyper compliqué en fait pour tous les studios à ce moment-là parce que qui dit bear market dit que les gens ils s'intéressent plus aux crypto. Et c'est aussi à ce moment-là que j'ai rencontré Cryptodidact. Et je lui ai demandé en fait des conseils en lui disant mais en fait moi j'aimerais bien écrire des trucs en fait en français sur la NFT parce que en France il y a des personnes qui a écrit là-dessus, il n'y a aucune doc, il n'y a rien et j'aimerais bien que les gens prennent le train en marche cette fois-ci en même temps que tout le monde plutôt qu'attendre. Et il m'a dit mais fonce franchement mais écris même si t'as jamais écrit avant mais écris des articles de blog, entraîne-toi, franchement vas-y fonce quoi. Et du coup sur Steemit c'est à peu près ce que j'ai fait pendant pour aller quelques mois on va dire un an. Comme ça, plus par passion, par délire en fait de ce que je voyais, jusqu'au moment où en 2019, j'ai croisé la route de Non-Fungible. Donc ils organisaient en fait un giveaway. Donc c'est un de ces jeux concours sur Twitter où on a juste besoin de liker, retweeter pour avoir une chance de gagner un truc. Et dans les conditions en fait pour avoir plus de chances de gagner, il y avait si vous écrivez un article là sur, je crois que c'était les CryptoKitties ou un truc comme ça, bon du coup vous avez plus de chances de gagner le NFT. Et je leur ai envoyé un message en leur disant bon, ça vous dérange pas si j'écris en français ou est-ce que vous voulez que j'écrive en anglais? Moi, ça me dérange pas, mais bon, je préférerais en français, quoi. Et là, le patron, il m'a répondu, il m'a dit bah attends, on a un français dans l'équipe, je te le passe, ça va être plus simple. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Zoop, donc le cofondateur. Et le courant est vachement bien passé parce il a bien adhéré en fait à ma vision des NFT en voyant bien que j'essayais d'être un peu critique, que j'avais quand même un peu de recul sur ce que ça pouvait être, ce que ça pouvait apporter. Et, du coup, j'ai fait un premier article test pour eux. Ça leur a bien plu. Et après, régulièrement, en fait, j'ai commencé à écrire des articles pour eux à base de une fois toutes les 2 semaines, puis après une fois par semaine. Et c'est vraiment, c'est vraiment quand, ouais, en 2000, ouais, au cours de l'année 2019, j'ai commencé à écrire après pour Cryptost. Donc, parce que ils ont bien vu qu'en français j'écrivais des trucs et moi je suis allé les voir, je leur ai dit est-ce que ça vous intéresse que je vous parle de deux trois trucs sur la NFT parce que c'est en train de se passer, même si c'est très jeune, il se passe quand même des trucs. Ils m'ont dit vas-y, pas de problème. Donc c'est un peu comme ça que j'ai appris à vraiment écrire pour des médias parce que jusque-là, bon, je savais pas trop quoi. Puis après Crypto, ça a été Clubic, qui s'est vachement intéressé aussi au sujet des blockchains. Donc c'est pareil, là j'ai pu apprendre un style un peu plus institutionnel, on va dire. Après Coin Tribune, où je suis resté chez eux, j'ai écrit pour eux 3 à 4 mois. Et là aujourd'hui j'écris pour le journal du Coin quand j'ai le temps. Parce que depuis le début de l'année, en fait, je suis passé directeur de contenu à Non-Fungible, parce que comme on a vu le gros rush qui arrivait de notre côté, ils m'ont dit Max, t'as du temps pour écrire des trucs en français là? Oui, oui. Eh ben, tu veux pas passer à plein temps chez nous? Non, parce qu'en fait là, le bull run, on le sent arriver, on va avoir besoin de toi vraiment à plein temps, et on va vraiment avoir besoin de toi, quoi. Et ça, c'était quand, pardon? Ça, c'était début 2020? Ça, c'était non, c'était fin 2020, c'était en novembre 2020 que Non-Fungible m'a dit, vers novembre, décembre 2020, ils m'ont dit bon, Max, on va avoir besoin de toi là. Et au début, c'était en novembre 2020, ouais, c'était pas bon, on était de l'ordre de 10 heures par semaine. Décembre, 20 heures par semaine. Et janvier, quand je suis passé à environ 30 heures par semaine, ils m'ont dit tu veux pas passer à plein temps, mais bon, à plein temps dans une startup, c'est 50-60 heures semaine. Du coup, ouais, pendant février, mars,
ouais, pendant 1 mois et demi, 2 mois, j'ai bossé à 50, 60 heures semaine. Du coup, j'ai pris, Ton- j'ai pris 5 kilos. tes horaires ont augmenté avec la valorisation des NFT, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Parce que Et bah, on était que 4 au début de l'année, quoi, pour tout gérer. Donc, et toute la partie contenu, Maxime, c'était pour Bibi. Et les contenus sponsorisés, on en a eu beaucoup à traiter, quoi. Donc, du coup, ouais, ça. ju- justement, tu parles de contenu sponsorisé, Maxime. Moi, je m'intéresse à votre modèle économique parce que je suis ravi qu'on puisse gagner de l'argent dans le monde des NFT en étant journaliste dans les NFT. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un modèle économique qui fait tourner la boîte tranquillement? Est-ce que vous en êtes loin encore? Est-ce que ça tourne? Est-ce que toi, tu peux vivre de ce métier? Actuellement, oui, j'en vis. Clairement. Enfin, aujourd'hui, c'est mon salaire. Donc, nous, on en vit. Euh, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'avant, le contenu sponsorisé, c'était, bon, c'est pas un secret, hein, c'était de l'ordre, je sais pas, de 700 $, 800 $ pour l'article. Et en fait, quand on a vu bah, qu'on commençait à être submergé de demandes, et après notre rapport annuel 2020, bah, en fait, on a commencé à monter tous nos prix avec, bah, pareil, les petites bannières publicitaires et les trucs comme ça. Et en fait, la demande, elle n'a pas baissé. Donc, du coup, on s'est dit qu'on aurait dû le faire plus tôt. Mais sachant qu'il y a une partie de notre trésorerie qui est aussi en crypto, bah, avec le bull run, nous, en fait, bon, bah, bah, voilà, quoi, on s'est quand même plutôt bien porté. Puis ensuite, on a embauché un sales and marketing manager, en fait, pour que ça nous puisse nous libérer du temps et pour que lui, il aille chercher aussi des pistes. Et, euh, et après, comment dire, sur le plus long terme, en fait, les contenus sponsorisés, on va en prendre de moins en moins et on va plutôt prendre en fait de la valorisation, évaluation de portefeuille, donc les gros portefeuilles des Wilds. Donc c'est vraiment là-dessus que nous, on va se concentrer au niveau du business model, quoi. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être payé en NFT? Non. Non, je suis payé en crypto, mais non, non, j'accepte pas, on n'accepte pas de payer. Même pour un CryptoPunks? Euh, tous les NFT, en fait, c'est un peu. C'est les histoires de conflits d'intérêts, en fait. C'est-à-dire que si moi je reçois, en fait, en cadeau, entre guillemets, ou même en forme de paiement, des NFT, ça va vachement biaiser, en fait, ma subjectivité, enfin, mon objectivité, pardon, sur les articles que j'écris. Et du coup, c'est vraiment par principe éthique de base que je refuse. Et ensuite, à Non-Fungible, on a tous signé, là, au courant de l'année, une charte en fait éthique qui stipule très clairement qu'en gros, bah, si nous on est payé dans un token de projet particulier, bah, en fait, on n'a pas le droit, nous, en tant qu'employés de Non-Fungible, d'en acheter. Et, C'est... ouais, mais c'est hyper important. Et enfin, à l'heure actuelle, où justement il n'y a pas trop de journalisme, c'est vraiment plus toujours l'aspect communautaire, bouche à oreille qui va surtout faire vendre. Et les influenceurs, comme dans le monde traditionnel. Après, toi, je présume que quand même tu as le droit de collectionner Mhm. des NFT, mais du coup, tu gardes ça complètement séparé, on va dire, et privé, et ta collection n'est pas publique. Bah, techniquement, mon wallet est Oui. public, hein. Je veux dire, tout le monde peut regarder la collection des objets que j'ai. Après, bon, je pourrais écrire effectivement dans tous mes articles, je possède tel actif, etc. NFT. Comme ils font sur Cointelegraph ou d'autres. Mais à Cointelegraph, ouais, par exemple, il y a quelques journalistes qui font ça. Ils parlent de Cool Cats, ils parlent de tel ou tel projet. Et en fait, à la fin de l'article, ils disent bon, par contre, j'ai revendu mon actif avant la publication de l'article. Ouais, je pense que Florent, tu évoquais l'histoire à OpenSea, là, le directeur commercial d'OpenSea, qui a fait du délit d'initié. En fait, il a été accusé de délit d'initié puisqu'il savait il savait ce qui était minté à la seconde et il achetait le mint, enfin, il achetait le NFT avant même que ça apparaisse sur la page d'accueil d'OpenSea. Donc, il s'est fait repérer, il s'est fait virer d'ailleurs. Bah, c'est même encore. Enfin, c'est le chef de produit, mais en fait, ouais, disons qu'il y avait là où il a vraiment pas été malin,
c'est que la collection a été annoncée, donc c'est-à-dire qu'elle était déjà affichée, et c'était en gros, la vente aura lieu dans 24 heures. Et lui, effectivement, achetait des trucs avant, avant que le public puisse y avoir accès, quoi. Donc, c'est-à-dire que c'était vraiment très très public et pas du tout discret, quoi. Mais Oui, mais d'ailleurs, cette histoire est très intéressante parce qu'elle dénote deux choses. La première chose, c'est on parle de délit d'initié exactement comme dans le milieu de la bourse, où la commission en France, la COB, la commission des opérations de bourse, peut vous mettre en prison en cas de délit d'initié. C'est-à-dire on a de l'information sur un actif avant les autres. Et donc, on peut acheter cet actif avant qu'il monte. Donc, ça, première chose incroyable qu'on parle de délit d'initié, parce que dans le monde des NFT, on est encore a priori plutôt dans le monde de l'art et non pas dans le monde de la bourse, mais enfin les deux commencent à se mélanger maintenant. Et puis deuxième chose, c'est OpenSea, enfin, c'est carrément une place réputée, et donc ça touche à leur réputation justement de place de marché neutre et comment non impliqué dans les œuvres finalement. alors, j'ai un avis plutôt tranché sur cette question, parce qu'en poussant un peu les recherches, on s'est rendu compte qu'il avait fait que 16 Ethers de profit. Euh, Ce qui est pas énorme du tout. Je veux dire, enfin 16 Ethers, c'est 60 000, allez, on va dire 70 000 dollars. Tout est relatif. Enfin, Bah, à pour une place de l'extérieur, marché enfin qui a oui. brassé 1 milliard en un mois, Oui. voilà, enfin, je veux dire, toute valeur confondue, c'est vraiment pas grand-chose quand on est chef de produit, qu'on s'y connaît autant en technique que Nate. C'est presque bizarre, en fait. Je veux dire, c'est presque l'hôpital qui se fout de la charité, quoi. Enfin, que l'écosystème lui soit tombé dessus comme ça, euh, alors que, très honnêtement, enfin, des opérations suspectes, on va dire ça comme ça, dans l'espace NFT, il y en a vraiment énormément. Enfin, je veux dire, c'est pas une grande nouvelle, et 60 000 dollars, c'est vraiment pas grand-chose. Donc, enfin, par exemple, on a sorti un rapport sur le wash trading. Euh, les techniques qu'on a analysées dans ce rapport, les techniques de wash trading, donc reproductibles, qu'on a juste observé en fait en analysant pendant 8 mois une place de marché artistique. Euh, bon, c'est pas 60 000 dollars, hein, c'est à base de. Les mecs se partagent une récompense de 750 000 dollars par semaine. Oui, Bon, j'ai lu ce rapport de Wash Trading, Maxime, qui est extrêmement bien fait. Est-ce que tu peux juste nous faire le highlight? Parce que moi, ce que j'ai retenu, c'est j'ai retenu deux choses importantes. Les artistes eux-mêmes se rachètent leurs propres œuvres pour faire monter la cote et inciter les autres à acheter leur NFT. Ça, c'est une première chose. Alors ça, c'est quelque chose qui est très connu dans le monde de l'art traditionnel. Tout le monde sait, par exemple, que Damien Hirst, il y a 30 ans, s'est fait racheter ses propres œuvres par ses propres galeristes ou ses amis, etc., pour faire monter la sauce. Première chose. Et après, vous parlez de wash trading plus délicat, c'est-à-dire que là où il y a de l'argent, de la drogue, ou etc., qu'il faut recycler, enfin, il faut blanchir de l'argent. Donc là, ils utilisent les NFT aussi. Mais quelle est la part vraiment de ces deux phénomènes? alors, je crois pas qu'on ait parlé de drogue. Même de blanchiment. Enfin, la notion de blanchiment d'argent, ça intervient quand il y a de l'argent sale à blanchir. Et là, en l'occurrence, bon, est-ce que la DeFi, c'est de l'argent sale? Euh, je pense pas. Du Bah, il coup, doit on peut en pas avoir une parler de. partie, mais encore une fois, elle doit être minime. Et encore, enfin, t'as souvent Là, en c'est la fait, le dark problème web, etc. avec la plateforme artistique, et à mon avis, ça va concerner toutes les plateformes, toutes les marketplaces, en fait, qui vont encourager le trading avec des tokens de récompense ou de gouvernance, comme ils appellent ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand il y a une distribution hebdomadaire de récompenses qui va être donnée en fait aux meilleurs traders, et en fait, ça va être ça un peu le highlight du rapport, c'est que ça va encourager en fait ce genre de comportement problématique. Donc, admettons, je dis, bon, bah, toutes les semaines, il y a 75 000, on va dire, tokens qui s'appellent AR, voilà, qui sont distribués tous les lundis en fonction enfin, pour les meilleurs vendeurs et les meilleurs acheteurs. Bon, je veux dire, j'en ai parlé à quelques-uns de mes amis.
bon, je suis très content d'être entouré d'amis très bien intentionnés parce qu'il n'y en a aucun qui a vraiment, enfin, quasiment aucun qui a vraiment compris qu'est-ce qu'on pouvait faire en fait pour se faire un maximum d'argent en très peu de temps de cette manière-là. Mais par contre, il y en a un qui a très vite compris et qui m'a dit bah, c'est facile, on s'échange, on s'échange les œuvres d'art entre nous pour fausser le volume. Et c'est exactement en fait ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont trouvé des techniques pour fausser le volume, non pas forcément pour comment dire, d'une part, certes, pour faire grossir le volume d'une collection en disant vous voyez, c'est très très populaire, donc ça c'est vraiment les techniques habituelles, mais quand il y a une récompense en jeu, c'est un autre biais en fait qui arrive parce que les gens ils vont faire ça dans l'objectif de toucher la récompense. Et si le token art, par exemple, vaut 10 dollars ou 20 dollars au moment où ça arrive, bah, s'il y en a 75 000 qui sont distribués toutes les semaines, ça fait 750 000 dollars, voire 1,5 million à se partager toutes les semaines. Et ce qui est amusant en fait dans cette analyse, c'est qu'au début, ça commence très soft, hein, c'est-à-dire que bah, admettons que moi, je te vends une œuvre, et puis ensuite je te la rachète, puis ensuite je te la revends, je te la rachète, etc. Donc ça, c'est le schéma le plus simple qui existe. Après, il y a d'autres schémas qui sont beaucoup plus drôles, où par exemple, je vais vendre une œuvre à Florent, qui va ensuite la vendre à Benjamin, et puis ensuite, moi, je vais la racheter à Benjamin. Donc ça, c'est bon, c'est un peu une variante. Puis ensuite, il y a la variante du je vends une œuvre à Florent, Florent va la donner donc gratuitement à Benjamin, et puis moi, après, je vais te la racheter. Il y a plein de petits trucs comme ça, où en fait, petit à petit, c'est devenu de plus en plus complexe. Et on s'est demandé en fait pourquoi, pourquoi ça devient de plus en plus complexe dans le temps. Et c'est parce que la réponse de la plateforme en fait à ça, ça a été de bannir les utilisateurs au fur et à mesure. Et bah, du coup, en réaction, et c'est vraiment la réaction de la prohibition, c'est vraiment le même schéma, c'est incroyable. Plus on prohibe en fait une pratique qui est inévitable, et plus elle devient clandestine et complexe à contrôler. Du coup, c'est pour ça que dans le rapport, on a fini par écrire est-ce que la solution, ça ne serait pas de créer un espace pour les watch traders, pour les hackers, en fait, et qui soient récompensés, en fait, pour leur mérite, en fait, à hacker un système. C'est-à-dire que plutôt que parasiter les artistes legit qui voudront vendre sur une plateforme, et ben en fait, on crée un espace pour eux en leur disant bon, il y a une partie de la trésorerie qui vous est allouée, on va dire 20%, où bah, plus vous serez meilleur dans le hack et dans les techniques de wash trading complexes, et plus vous serez récompensé. Et comme ça, eux, ils ont un espace pour faire joujou avec leur technique, bon, qui est moralement et éthiquement discutable dans le monde traditionnel. Mais en attendant, les artistes legit, eux, peuvent se partager, du coup, bah, ce pourquoi ils sont arrivés sur la plateforme, à savoir toucher une récompense pour les meilleurs artistes ou les meilleurs collectionneurs. Mais attends, cette idée est incroyable. Attends, je t'arrête parce que j'aimerais juste comprendre, parce que je crois que tu fais référence, donc il y a les bounty hunters qu'on paye pour hacker des systèmes comme des layer 2, enfin des systèmes blockchain, où on les rémunère s'ils arrivent à percer le système, en fait. Donc toi, tu dis on devrait créer de la même façon, on devrait créer des bounty hunters en leur disant vous serez rémunérés si vous arrivez à wash trader, donc à manipuler des œuvres NFT sur une place de marché dédiée à ça. Mais alors, il faudrait qu'il y ait des artistes qui acceptent de délivrer des NFT spécialement pour cette place de marché de recherche de wash trading, en fait. C'est ça, et au fur et à mesure en fait qu'on arrive à identifier leurs techniques, et bah, plus les techniques sont complexes et mieux elles seront récompensées. Ouais. C'est- C'est génial parce que du coup, ça rend les systèmes antifragiles et voilà. Et pour les hackers, c'est un bon moyen de cibler toute cette énergie. Après, si tu mets trop de hackers ensemble, il peut vite avoir des dérives du coup. S'ils pensent que les bounties sont c'est pas assez élevés. Mais ouais, mais c'est intéressant et je pense que par rapport à Rarible du coup qui a lancé son token et où on a vu énormément de cette activité de wash trading avoir lieu. Est-ce que tu penses qu'il y a une place justement pour de l'incentivisation, on va dire, tu vois, genre monétaire via un token de gouvernance qui se fait beaucoup, enfin ce qui s'est fait récemment avec Super Rare, du coup, qui ont lancé ça de manière un petit peu plus communautaire parce ils ont pas fait ça pour lancer leur effet de réseau, on va dire, ils ont fait ça plutôt pour récompenser leurs collectionneurs et artistes.
Est-ce que tu penses que à terme, ça sera plausible? Oui, je pense. Enfin, Super Rare, en fait, leur token, il est légèrement différent. En fait, c'est pour aider à la curation des artistes qui pourront entrer sur la plateforme. J'ai cru comprendre que ça servait surtout à ça. Du coup, c'est pas vraiment pour encourager en fait le trading, l'achat ou la vente sur Super Rare. C'est vraiment bon, c'est un autre problème à mon avis. C'est pour encourager les potes en gros à venir. Euh, Bon, c'est moins grave, mais je pense que, je prends l'exemple de Refinable aussi sur la BSC. Euh, Ils ont fait pareil, en fait. Ils ont voulu sortir leur token pour récompenser. Et bon, bah, aujourd'hui, je crois que Refinable, ça se casse méchamment. Ça performe pas très bien, quoi. Donc, je pense que de base, en fait, cette idée de récompenser les gens avec un token, elle est tentante. Euh, Justement pour faire venir en fait les gens et que la plateforme montre du volume pour que les gens soient d'accord pour trader sur leur plateforme et que ça amène du volume et donc la plateforme devienne legit. Mais si OpenSea a toujours pas sorti leur token depuis tout ce temps, à mon avis, c'est pas pour rien. C'est parce qu'ils savent très bien que s'ils le font, ça va amener ce genre de comportement déviant. Et ils ont déjà cette problème comme ça. Alors en plus, je pense que c'est vraiment pas une bonne idée. Et c'est clair qu'ils n'ont pas de problème de volume pour le coup. Euh, et justement, puisqu'on parle d'OpenSea, est-ce que tu trouves que, enfin, donc la rumeur, c'est qu'ils représentent 98-99% du volume des NFT. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ouais, c'est tout à fait possible, hein. Je veux dire, surtout là, pendant on va dire le NFT Summer. Euh, si vous avez suivi un petit peu là au cours du dernier mois, on va dire août-septembre, ce qui s'est passé dans l'espace NFT, je veux dire, on a eu le droit à tout le zoo 3.0 des animaux pour avoir une profile picture, une image de profil qui nous corresponde pour appartenir à telle ou telle communauté. Euh, Clairement, oui, c'est normal. Quand on crée des collections tous les jours de 10 000 NFT, bah, que le seul moyen de l'échanger, c'est sur OpenSea. Je veux dire, même si on le crée sur le smart contract, mais le seul moyen de les échanger après sur le marché secondaire, c'est OpenSea. Oui, ça m'étonne pas. Ça, Et je veux dire, tout. est-ce que tu penses que ça pose un problème justement en termes de décentralisation? Le fait qu'ils cumulent tout ce volume, ou c'est justement parce qu'il y a il y a ce phénomène de mode sur les collectibles de 10 000 et plus sur les œuvres d'art uniques. Tu penses que les deux sont liés ou... En fait, les œuvres d'art s'échangeaient pas trop sur OpenSea déjà avant. S'échangeaient surtout sur les marketplaces qui leur étaient dédiés. Pour une raison assez simple, en fait, c'est que les royalties fonctionnent que si l'œuvre est rachetée sur telle ou telle plateforme où elle a été créée. Donc ça, c'est vraiment une limitation technique qui est due au smart contract de la plateforme. Et du coup, sur OpenSea, ça servait surtout pour être visible, notamment, hein. C'était pas, les artistes encourageaient plus en fait leurs collectionneurs à acheter et revendre sur telle ou telle plateforme plutôt que sur OpenSea. OpenSea, c'est vraiment la marketplace généraliste où c'était surtout les objets de jeux vidéo qu'on s'échangeait, ou par exemple ce qu'on appelle les wearables, les vêtements qu'on peut avoir dans Decentraland ou CryptoVoxel, les lands, ce genre de choses, quoi. Les collectibles, quand ils ont débarqué là-dessus, là, c'était plus en fait pareil, parce il y a pas d'autres marketplaces qui peuvent faire le taf en ce moment, qu'ils ont tout centralisé au même endroit. Si on en avait eu plusieurs, bah en fait, ça aurait été dispatché sur plusieurs plateformes. Là, c'est juste que, comme Rarible, bah, dès le départ, ils sont spécialisés dans le domaine de l'art et de l'art digital vraiment pour tout le monde. Bah, du coup, les collectibles, ils n'ont pas trouvé leur place, même si c'est possible d'échanger les collectibles dessus. Donc, il y a ça. Il y a les acheteurs aussi qui utilisent principalement OpenSea et par Rarible. Moi, toutes les offres que j'ai sur Rarible, c'est ridicule. Je veux dire, jamais j'accepterais une offre sur Rarible tellement c'est bas, en fait. Pourtant, il y en a, hein, mais
c'est les mêmes objets, mais juste c'est pas du tout les mêmes. Donc, je pense qu'il y en a d'autres qui vont se développer, des plateformes. Qui feront aussi bien en fait qu'OpenSea. Et il y aura pas de. Ça serait presque une saine concurrence, à mon avis. Enfin, là, ils sont en train de quand même bien paver tu vois, genre les standards, etc. Ils sont quand même en train de bien se faire une place confortable, tu vois, Ah bah oui, oui. comme acteur, tu vois, pratiquement indélogeable, quoi, pratiquement un GAFA de l'écosystème. Mm. Donc ça va pas être facile, mais ouais, je pense que ça va grappiller des parts de marché de tous les côtés avec des cas d'usage plus spécifiques. Et je pense aussi enfin, que ça soit eux ou d'autres personnes, à mon avis, les marketplaces vont se répandre et que du coup, tu vois, genre chaque jeu aura sa propre marketplace à l'intérieur. Mais après, c'est vrai que ça peut faire du sens qui est ce géant en fait qui va relier tous ces écosystèmes entre eux. Oui, et puis il y a un phénomène, Florent, aussi, ou Maxime, il y a un phénomène blockchain. J'ai l'impression que quand Hic et Nunc a commencé à très bien marcher à partir de avril, mai, il y avait derrière cette blockchain Tezos qui était derrière, enfin qui assumait ce côté clean NFT, c'est-à-dire avec une énergie, consommation d'énergie assez faible. Là maintenant, il y a pardon, il y a Solana avec Star, le jeu NFT Star Alliance qui est installé sur Solana. Et avec l'explosion du token de Solana sur le marché, on s'est dit, tiens, c'est intéressant, pourquoi pas cette blockchain qui est aussi beaucoup plus rapide qu'Ethereum. Et OpenSea est vraiment attaché à Ethereum. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a ces évolutions de blockchain et donc de place NFT. Oui, oui, je pense. Enfin, je suis assez d'accord avec toi. C'est Star Atlas, le nom du jeu, que j'attends, parce que je crois que c'est le seul jeu potable qu'il y a sur Solana là, d'annoncer. Mais en fait, c'est ça, c'est que là, ce qui s'est passé sur Ether, enfin, ça a vraiment été une très très forte demande qui avait besoin d'être comblée. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y a eu autant de projets qui sont apparus. Mais je pense qu'il y a vraiment de la place pour les NFT. Enfin, je veux dire, ça existe que depuis 3 ans. Donc il y a encore énormément de place pour d'autres blockchains qui veulent se lancer dans le truc. Et moi, ce que je dis souvent, c'est que les NFT, c'est vraiment la pièce du puzzle qui manquait à la crypto pour permettre une meilleure adoption. Donc certains parlent de cheval de Troie. Bon, j'aime pas trop ce terme, mais en vrai, bah, c'est vrai que c'est quand même plus sexy quand on arrive dans une soirée de dire ah bah tiens, j'ai réussi à vendre une de mes créas en ligne en passant par la blockchain. Plutôt que dire est-ce que tu connais le Bitcoin? Non, mais attends, je vais t'expliquer ce que c'est. Et puis après, tu te perds dans des explications techniques de malade. Euh, c'est comme porte d'entrée, les NFT sont un peu plus sexy. On a tous Donc, du vécu coup, ça, expliquer le Bitcoin à une soirée, on a tous vécu ça. ben oui. C'est, donc c'est pour ça. Je pense qu'il y a encore de la place, quelle que soit la blockchain. Moi, je suis pas très. Enfin, j'ai surtout moi des NFT sur Ether, mais ça m'empêche pas de. Quand je vois un projet qui a l'air rigolo sur Polkadot, bon bah oui, je l'essaye. Là, on est en train de me parler de la blockchain Avax en ce moment. Bon bah du coup, je sais pas, on m'a parlé de 2-3 projets dessus. Faut que j'aille regarder, faut que j'aille tester, faut que j'aille faire mes petits tests, voir ce qui marche pas. Et en vrai, il y a aussi un autre élément à prendre en compte. Et c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas de concurrence en fait enfin qu'il faut pas parler de concurrence entre les blockchains. Euh, les NFT, c'est le seul truc qu'on peut acheter avec des cryptos. Euh, c'est bête, hein. C'est super bête à dire, mais en fait, jusque-là, les cryptos, à part générer plus de cryptos, bon, je veux dire, c'est pas utile pour le commun des mortels, quoi. Alors que si on commence à dire, ah bah tiens, tu peux encourager cet artiste en fait en achetant son œuvre. Bah tiens, en jouant à ce jeu vidéo, ou en achetant ce NFT, tu pourras jouer à ce jeu vidéo, ou tu pourras récupérer une récompense dans ce jeu vidéo, et ça sera un NFT que tu pourras revendre après. Il commence à y avoir des cas d'utilisation en fait avec les NFT, où d'ici 5 ans, en fait, plus personne parlera de NFT. Pour moi, ça deviendra juste complètement normal pour tout le monde de l'utiliser, mais surtout, on parlera plus de NFT, ça deviendra invisible, comme les MP3 à l'époque. Avant, on disait, tiens, oui,
j'ai eu ce MP3, j'ai trouvé un point Wave. Bon, je veux dire, aujourd'hui, on dit juste on télécharge un album, on se prend plus la tête avec ces histoires de format technique, quoi. Donc c'est pour ça que je pense que là, à l'heure d'aujourd'hui, tant qu'on parle encore des NFT, on est encore early dans l'adoption, quoi. Et tu vois, justement, puisqu'on est un peu dans le sujet, tu vois quoi comme gros cas d'usage qui sont vraiment excitants pour l'avenir, au-delà de l'art, justement, du support dans l'art? Un des trucs, moi, qui me... Donc c'est pas vraiment financier, mais enfin, bon, il y a tous les trucs là classiques qu'on entend parler aujourd'hui. Donc moi, je parle surtout des jeux vidéo parce que bah, c'est surtout ça qui m'intéresse le plus. Mais sinon, au-delà de ça, c'est tout simplement les diplômes, par exemple, les cartes d'identité, les passeports, tous ces objets-là en fait du quotidien. Comme on numérise en fait de plus en plus de choses aujourd'hui. Enfin, ça pourrait être le pass sanitaire là, par exemple aussi. Euh, tous ces trucs-là, Ce sera encore euh, plus facile à vendre des passeports, du coup. bah, ou pas, hein. Il suffit que tu bloques le smart contract pour dire tu peux pas le vendre et puis tu pourras pas le vendre. Mais, tu peux geler les jetons hein, sur la blockchain, hein. Ouais, c'est clair. Faut pas perdre tes identifiants, quoi. Mais bon, Ah bah d'ici ça, là, on aura trouvé un moyen de se connecter avec notre ADN ou des choses comme ça. ça, ou enfin même pour lutter contre les deepfakes. Enfin, je vois plein de trucs utilitaires en fait de cette manière-là, où ça pourrait être quand même enfin, je veux dire, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a quand même des gros problèmes dans l'identité numérique pour prouver en fait qui est bien qui. Et autant là, le cas d'utilisation avec l'art, bah, on le voit bien pour pouvoir dire c'est bien moi qui ai créé cette œuvre-là, et je le prouve avec la signature ou le timestamping sur la blockchain. Euh, Demain, ça m'étonnerait pas que, comme au Vietnam, les diplômes, par exemple, ça soit vraiment des NFT et juste en soit un QR code, soit avec une appli officielle, ça puisse devenir aussi un standard international, que notre diplôme en fait puisse être scanné n'importe où dans le monde et qu'il soit reconnu en fait à un même niveau. Ouais, C'est tu sais qu'il y a aussi Cardano qui, dans un pays d'Afrique, je crois que c'est le Nigeria, est en train d'installer les diplômes universitaires sur la blockchain Cardano. Ils ont fait un partenariat avec le gouvernement pour justement valider les diplômes universitaires parce qu'effectivement, il y a de la fraude, etc. Donc, c'est un mouvement qui est assez massif en ce moment là-dessus. Ouais. par exemple, ouais. Je peux citer aussi Honest, qui est une entreprise française qui travaille avec Cdiscount, notamment pour traquer en fait la supply chain, toutes les étapes en fait de la supply chain. En fait, ils ont tout un processus où chaque livreur en fait à chaque nouvelle étape, bah, il y a bien une passation de la responsabilité en fait qui s'opère. Et c'est grâce à un NFT. Et quand j'avais parlé avec leur big boss, bah, lui, il se vantait effectivement qu'il avait 0% de perte. Et je le crois en fait. Parce que bah, tant que le truc il n'est pas validé, bah, les gens savent très bien que l'étape suivante, ça ne pourra pas être feinté. Donc ils ont commencé, je crois, avec des petits colis, donc la valeur elle était moins de 100 euros. Là, je crois qu'ils ont augmenté du coup la valeur des colis. Mais ça, c'est un autre exemple. Les NFT dans les supply chains, à mon avis, comme je dis, c'est la pièce du puzzle qui manquait en fait aux crypto et à la blockchain en général. Donc vraiment, moi, je suis hyper bullish sur ça. Donc ça dénote peut-être un peu du discours ambiant sur ah, c'est le projet de jeu vidéo qui va vraiment skyrocket, tout le monde va être riche. Je vois plutôt quel problème en fait concret les NFT peuvent résoudre dans notre quotidien, plus que qu'est-ce qui va pouvoir nous rendre riches. Parce qu'au final, je pense que s'il y a moins de problèmes dans notre société, ça bénéficiera pour tout le monde. C'est plutôt comme ça que je vois les choses. Mais Et, j'aime pour politique, j'aime bien, c'est une action sociale en fait. Enfin, tu veux agir dans la société avec la technologie. Donc je trouve ça intéressant. et puisque on parle de devenir riche, au début de podcast, tu as dit que tu finissais un article sur les CryptoPunks et je pense qu'il y a beaucoup à dire là-dessus parce que
Bon, c'est un peu passé du coq à l'âne et je suis d'accord avec toi sur la partie identité. Il y a la blockchain et les NFT, et pas que les NFT d'ailleurs, mais tout ce qui est identité décentralisée vont permettre d'améliorer les choses à terme, une fois que les gouvernements et les organisations en général commencent à en prendre conscience et à les utiliser. Mais le sujet des CryptoPunks, c'est quand même assez intéressant parce que c'est un peu considéré comme pratiquement la genèse derrière les CryptoKitties en fait des NFT. Et du coup, il y a Non-Fungible qui a sorti un rapport aussi, il me semble, ou une petite étude, c'est ça, où je l'ai rêvé. Alors, j'avais écrit un article à la fin de l'année dernière sur les punks. Et là, on a fait un petit quelques tweets en fait. Je sais plus c'était quand, c'était vendredi. Donc justement sur cette analyse-là. Et là, en fait, moi, j'ai écrit un article qui détaille un petit peu plus cette analyse, où on parle en fait de la centralisation des CryptoPunks. C'est-à-dire que, par exemple, on a trouvé qu'il y avait 66%, donc ça c'est la première data en fait à avoir en tête. Il n'y a que 66% des punks qui sont en circulation aujourd'hui. On pense qu'il y en a 30% qui sont perdus. C'est-à-dire que c'est des personnes en fait qui ont perdu les clés de leur portefeuille, des trucs comme ça. Et ce qui n'est pas impossible. Et du coup, on part du principe qu'il y en a 3000 environ qui sont morts, qui dorment et qui dormiront à jamais. Et par contre, là où on a analysé des données, où on s'est posé un peu plus de questions, c'est qu'en septembre 2020, il y a eu une vague de 2000 achats en fait, de CryptoPunks. En décembre, il y en a eu une nouvelle, pareil, de 2000-2400. En mars, de nouveau, il y en a eu encore une autre, où en fait, on s'est dit, mais en fait, là, il y a beaucoup d'achats, en fait, à des prix qui sont quand même assez exorbitants. Et bon, finalement, le top 100 des holders, des possesseurs de CryptoPunks, possède 71% du supply en circulation. Ce qui est une dominance du marché qui est quand même assez problématique. Et dans notre analyse, on s'est vraiment arrêté que aux chiffres. On n'a pas trop donné d'interprétations diverses. J'ai donné mon avis un peu plus personnel là sur l'article de blog qu'on a publié, où je pense qu'il y a vraiment une guerre entre les venture capitals et ce qu'on appelle les OG de l'espace, ceux qui étaient là depuis le début en fait et qui collectionnaient déjà un petit peu les CryptoPunks au début. Et à mon avis, il y a une réelle guerre en ce moment entre ces deux communautés très riches pour savoir en fait qui a les réserves de valeur de l'écosystème NFT. Parce que les CryptoPunks aujourd'hui, c'est vraiment devenu, à mon avis, hein, comme le Bitcoin des cryptos, quoi. Enfin, c'est vraiment devenu cette réserve de valeur des JPEG, quelque sorte. Mais Mais c'est assez, nouvel or digital, les CryptoPunks. en quelque sorte, ouais. Quand on voit que ça se vend là, ouais, toujours à quelques centaines de milliers de dollars, ouais, on se dit, wow, Ouais, ah oui, quand même, pour des trucs qui étaient distribués gratuitement, c'est. ouais, c'est aussi l'histoire derrière. C'était les premiers, c'était gratuit à la base. Donc il y a une super histoire derrière qui fait que ça participe sûrement à cette réserve de valeur. Après, si on est rationnel et que vraiment enfin le NFT prend une place énorme, on se dit que, tu vois, s'il y en a en plus que 6000 qui sont en distribution, je sais pas, 50 fois plus rare que les bitcoins. Et donc, pourrait facilement dépasser le prix d'un bitcoin à l'avenir. Enfin, ça le dépasse déjà. Mais en termes de valorisation, ça pourrait être équivalent, en fait, simplement. Ça, ça pourrait, sauf si. Bah, il y a une autre collection qui arrive à. euh, je pense qu'il va y avoir plusieurs collections de ce type-là, très rares, qui vaudront très cher, comme le marché de l'art un petit peu. Mais en attendant, aujourd'hui, là, c'est les CryptoPunks. Euh,
bon, pourquoi pas après tout, hein, mais c'est vrai qu'en termes de décentralisation absolue, CryptoPunks, ils sont pas non plus irréprochables. Après, voilà, du coup, c'est un peu ça notre analyse qu'on a faite en la matière. Oui, Bon, J'ai une petite question, si, if you don't mind et me, as we say. bienvenue Zach, tu peux poser ta question avec plaisir. Bienvenue. La question, elle est super simple. C'est parce que tu sais, en tant que débutant, pas moi hein, personnellement, je veux dire en tant que débutant de manière générale, on a toujours, sans exception, dans tous les domaines, des idées reçues. Des fois, tu vois des trucs, tu les vois beaucoup plus beaux qu'en vrai. Tu te dis, je vais devenir artiste et gagner plein d'argent en dessinant des trucs. Et après, quand tu fais vraiment le truc et que tu roules ta bosse pendant 5 ans, tu te rends compte que c'est pas aussi facile et qu'il y a beaucoup de domaines à apprendre. Il y a l'anatomie, il y a la perspective, etc. Et c'est pareil pour l'économie. Quand tu vois les cryptos, le premier réflexe que tu te dis, c'est je vais devenir riche en investissant 20 ou 100 euros. Et c'est pas du tout le cas. Parce que quand tu commences à investir, tu te rends compte qu'il y a des analyses techniques, il y a un cours qu'il faut surveiller tous les jours. C'est de l'argent bien mérité, c'est pas de l'argent qui te tombe du ciel comme ça. Tu poses 100 euros et tu reviens, 5 mois après, tu les retrouves à 600. Du coup, tu peux pas te fier au hasard. Du coup, ma question, elle est super simple. Est-ce que pour les NFT, puisque là, je suis débutant en l'occurrence sur les NFT, est-ce que c'est vraiment comme ça apparaît? C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment de la bouse, c'est-à-dire c'est juste de l'art digital super commun que on a décidé de vendre dans des sites, sur la blockchain, et d'un coup, comme ça, avec un facteur extérieur imprévisible, ça a pris. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est beaucoup plus compliqué? alors, pour les CryptoPunks, en fait, avec les NFT, c'est un peu différent par rapport aux cryptos habituels, dans le sens où il y a plusieurs segments, en fait. Par exemple, les CryptoPunks, nous, on va les qualifier comme des collectibles, des objets de collection, alors que à côté, il va y avoir des artistes, et donc on va les classifier comme de l'art. Du coup, quand ça va concerner l'art, ça va respecter en fait les mêmes codes du marché de l'art. Donc ça va vraiment être des codes très stricts, très codifiés, très spéciaux. Alors que les objets de collection vont avoir d'autres codes en fait qui sont à respecter aussi avant d'acheter. Et il y a des punks qui sont plus rares que les autres. Donc ça, c'est effectivement un truc à prendre en compte. Ce qu'on appelle les traits de caractéristiques des punks, ils sont pas tous égaux. Donc il y en a qui vaudront beaucoup plus cher que les autres. Et ça, c'est vraiment un truc à prendre en considération en fait dans n'importe quel type de collection type collectibles. C'est les fameux traits de rareté. Donc il faut faire des recherches en fait avant d'acheter pour savoir qu'est-ce qui est rare et qu'est-ce qui pourra prendre après de la valeur. Par contre, savoir qu'est-ce qui pourra fonctionner à l'avenir, quand ça concerne les collectibles et justement la mode là qu'il y a eu avec les pingouins, les singes, les aliens et tout ça, ça c'était de l'aléatoire absolu. Il y avait absolument personne qui pouvait prédire ce qui allait fonctionner ou pas. Là aujourd'hui, on sait que c'est les Cool Cats, que c'est les singes, les Bored Ape Yacht Club. Ça, on savait que ça allait marcher. Après, il y a quand l'équipe de Larva Labs, donc qui a créé les CryptoPunks, ils ont sorti Autoglyph, donc qui est juste un projet comme ça très artistique. Bon, on peut se douter que ça va bien fonctionner. Par contre, les Mi-Bits, qui est un projet qu'ils ont sorti après coup là cette année, en mars, bizarrement aujourd'hui ça prend pas trop. Et... Enfin, je veux dire, ça prend pas trop dans le sens où ça a du mal à prendre, ça a du mal à décoller. Alors qu'on aurait pu croire que parce que c'est Larva Labs qui a sorti quelque chose, ça allait forcément prendre. Donc oui, il y a vraiment les fondamentaux en fait, à mon avis, sont toujours aussi importants. Les analyses fondamentales sont toujours aussi importantes en fait à respecter dans le secteur des NFT. Et ça vaut pour tous les segments quoi. C'est vraiment en fonction de ouais, c'est tous les segments. Il faut vraiment faire une analyse fondamentale avant. Et c'est pas si on y va au petit bonheur la chance, il y a de très fortes chances que non, on se prenne un mur au bout d'un moment. Il faut vraiment avoir une méthodologie où, pour les collectibles, soit on part du principe que j'aime beaucoup le style de ce singe ou de cet alien, et je sais que je vais le garder parce que j'ai envie de l'utiliser comme photo de profil.
Du coup, il n'y a pas cette idée de revendre derrière. Par contre, si on est un trader et que le but c'est de revendre, c'est d'être là dès le début, c'est de se préparer avec j'ai tel montant à investir, je vais garder cet actif tant de temps, et je sais très bien que mon objectif c'est de faire un x2, x3, x5 dans les 2 ou 3 jours qui suivent, et après je regarde pas en arrière, je m'en fous du prix, quoi. Donc après qu'on est très riche, et ça c'est ce que font les whales, c'est pas 2 ou 3 NFT qu'ils vont acheter. Ils vont en acheter 15 ou 20 direct, et ils vont en revendre 5 ou 6, et ils vont garder le reste au cas où si ça prend, quoi. Au Et cas où, si ça prend, ça veut dire qu'il n'y a pas une analyse technique comme sur le cours des cryptos classiques? ben, tu peux, en fait, enfin, moi je pense il y a des critères que tu peux analyser, par exemple la communauté. Tu vois, c'est ça qui va donner de la valeur. Au final, les bored ape qui valent très cher à l'heure actuelle, c'est avant tout parce qu'il y a un gros collectionneur qui a investi dedans. Donc déjà, si tu veux un petit conseil, c'est suis les gros portefeuilles, les whales, parce que c'est aussi elles qui dictent le marché, comme disait Maxime à propos des CryptoPunks. Donc, tu as les fondamentaux du type communautaire, parce qu'effectivement, tu as beau avoir un personnage hyper rare de la collection, si t'as pas de communauté derrière et que c'est un énième projet copier-coller, il y a juste l'art qui change un peu, ben, du coup, enfin, le jour où ça pète, ben, ça vaudra plus rien. Et par contre, il y a aussi un autre aspect qu'a mentionné Maxime brièvement, c'est ben, la partie utilité en fait. Là, c'est le sentiment d'appartenance quand tu vas l'utiliser en photo de profil, parce que tu sais que la communauté est stylée derrière et tu le vois bien sur n'importe quel réseau social maintenant où ben, si tu es un ape ou un punk, ben, tu as de l'estime en fait au final auprès de la communauté. Donc l'appartenance à la communauté, c'est une utilité, mais tu peux avoir d'autres utilités. Et voilà, j'en J'aurais parlerai jamais bien. cru que le besoin dans la pyramide de Maslow serait autant valorisé un jour. Purée. Et Excellent. j'aurais une deuxième, j'aurais une deuxième question, mais je veux pas monopoliser la parole. Donc, si vous voulez, on décale. Non, non, mais Je pose la première question. il faut qu'on finisse le podcast là, donc si tu fais une question pas trop compliquée, on va y répondre. Je sais pas. Tu sais, tout ce qui touche à la crypto est compliqué. Donc, je pense que je vais vous laisser faire le podcast. Je reviens dans Non, 20 minutes, si vous t'inquiète, êtes là. t'inquiète, y a pas de souci, vas-y. Bah, une autre, D'accord. La question, juste pour la compléter, question, c'est, bah vas-y, pose ta question. Excuse-moi, vas-y. la question, c'est, est-ce que c'est une idée reçue de penser que si on investit 10 à 20 euros sur 50 projets crypto, parce qu'en fait, j'ai analysé le cours de janvier 2021 jusqu'à maintenant, jusqu'à septembre. Très récemment, j'ai arrêté l'analyse il y a 5 jours. Et j'ai vu que sur les 50 projets crypto que je target, il y en avait 20 qui avaient fait un canal haussier qui était exponentiel. C'est-à-dire, Pardon, on Zach, parle de... excuse-moi, je te coupe. On ne peut pas du tout parler de crypto ici. On parle vraiment de NFT. Et en plus, on parle de l'art du NFT, donc vraiment art et NFT. Il y a plein de rooms, si tu veux, pour la crypto, parce que c'est vraiment complètement autre chose. Alors certes, on achète des NFT avec de la crypto, c'est vrai, mais on s'attache absolument avec Florent à faire une room vraiment Oui, sur oui. Non, mais tu fais bien de me le dire. D'accord, ça oui, marche. pas de problème. En tout cas, on est ravis que tu sois avec nous, Zach. J'en profite pour libérer aussi Maxime parce que on a fait plus d'une heure d'émission et Maxime a beaucoup de travail. On le remercie encore 1000 fois. Je te laisse peut-être, Florent, terminer la room si tu veux. Je sais pas, Maxime, t'avais un dernier mot, peut-être? Alors oui, pour compléter un peu ce que tu disais, Benjamin, on a remarqué, nous, de notre côté, à Non-Fungible, que les statistiques liées au NFT n'étaient pas corrélées à celles de la crypto. Donc voilà, c'est pour ça aussi que c'est important de bien séparer les deux univers. Les NFT respectent aucune règle. Je veux dire, l'Ethereum peut être corrélé au Bitcoin. Par contre, les NFT ils seront corrélés pour l'instant à aucune crypto-monnaie. Donc Voilà, c'était attends, juste un il y a une petit. corrélation négative Ça ou suit elle. vraiment. C'est- Là, tu regardes, nous, les courbes pour l'instant, c'est que du up only. Si tu regardes là depuis le début, il y a très peu de corrections, quoi. Là, au cours de l'année, il y en a eu une mars. Le volume USD, c'est un peu corrigé. Mais en fait, quand tu regardes le nombre d'utilisateurs, il fait que croître. Donc, du coup, c'est tellement tôt que pour l'instant, c'est complètement décorrélé. Voilà. Génial, mais quelle belle fin optimiste.
et rayonnante pour l'avenir des NFT. Merci beaucoup Maxime, Zach, Prince et tous ceux qui ont participé et ou nous ont écoutés en direct. Et on vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ouais, merci Salut à beaucoup tous. Maxime. Juste, je fais ma promotion sur ma formation NFT qui dure 3 heures le matin. Vous aurez toutes les infos sur le site web nftformation.art. Merci à tous et on se retrouve avec Florent tous les mardis, donc mardi prochain à 18h. À plus. À plus, à bientôt. Salut. Salut.